tu prends les sociétés qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, 94% de ces sociétés sont non cotées. Elle est très secrète, un peu comme... Ultra secrète. Ouais. Harvard, Princeton, Yale, Stanford, on parle de 50 à 60 milliards de dollars de trésor de guerre. En private equity, ça sert à quoi? Ça marche comment? Et comment y investir? C'est culturel. Depuis des centaines d'années, on investit son patrimoine long dans la pierre, qu'on peut en plus toucher et voir. J'ai cotisé pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Pas grand-chose. On est à 20,5% par an sur 20 ans, malgré les crises. Et là, c'est révolutionnaire. On investit chaque année à titre perso dans nos fonds, à nous deux, millions. Et on a des clients qui ont vraiment de 5 milliards. Donc là, on est sur un sujet d'actualité brûlant. La market cap de ces sociétés est passée de 50 milliards à 0 en une journée. Ah ouais. Le ticket d'entrée, aujourd'hui, dans un grand fonds américain du premier quartile, $. Et comment tu rentres dans ces très beaux fonds? Je vais te dire, il y a plusieurs choses. Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très peu connu du grand public et on est dans la catégorie de comment les riches deviennent encore plus riches. Et je dis comment et pas pourquoi. Alors ce type d'investissement est très peu connu parce que très peu accessible au grand public. Aujourd'hui on va recevoir un des plus grands spécialistes français du private equity qui va nous parler et nous expliquer en détail ce que c'est ce type d'actif. Frédéric Stollard est fondateur de Altarock, une des plus grosses sociétés de private equity en France. Il a fait la Wharton Business School qui est une des plus grandes business schools au monde et Centrale Supélec qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises. Bonjour Frédéric. Bonjour Assem. Je suis très content que tu sois là parce que c'est un sujet qui est tellement peu accessible que même la team ici ne le connaît pas. Un sujet peu connu encore. Encore. Et qui commence à le devenir. On Ouais. commence à avoir beaucoup de contenu sur ce sujet-là. Et donc je vais attaquer avec une première question. Quand on regarde les très grands de ce monde-là qui ont beaucoup de cash, Harvard en général, Stanford, etc. Alors c'est des universités américaines qui ont énormément de cash. Où est-ce que ces universités investissent leur argent? Où est-ce qu'elles investissent leur trésor de guerre, tu veux dire? Exactement. Ok. Alors, peut-être pour les auditeurs, pour qu'ils aient une bonne idée, le trésor de guerre des grandes facs américaines, Harvard, Princeton, Yale, Stanford, on parle de 50 à 60 milliards de dollars de trésor de guerre. C'est la fortune des universités, c'est leur Oui. fonds propres, si tu veux. Alors, elles investissent essentiellement en private equity. Aujourd'hui, 52% du patrimoine de ce qu'on appelle les endowment funds, donc les fonds de dotation des universités américaines, est investi en private equity. Ça veut dire que ces facs américaines, elles n'ont pas de contraintes réglementaires sur leur allocation d'actifs. Elles peuvent investir sur ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, elles n'ont pas de contraintes alimentaires, elles ont une liberté totale vu la surface du patrimoine, et elles choisissent le private equity comme moteur essentiel de performance long terme. Plus de 50% du patrimoine de ces endowments, 52% pour être précis, est investi en private equity. C'est énorme. Énormissime. Il faut réaliser une chose, c'est que le private equity, peut-être un petit mot si tu permets sur ce que c'est, comment ça marche. Oui. Ça consiste à investir au capital de sociétés non cotées. Donc tes auditeurs sont habitués à l'investissement coté, qu'on appelle... Alors, beaucoup de termes de ce qu'on va commenter aujourd'hui est inspiré de l'anglais parce que l'industrie du private equity est née aux US il y a 60 ans. Oui. Elle s'est exportée en Europe il y a 35-40 ans et en Asie il y a 15 ans. Alors, le private equity s'oppose à public equity. Public equity, c'est le capital détenu en main publique, donc le capital des sociétés cotées. Oui. Et private equity, c'est le capital détenu en main privée. Ok, donc juste pour expliquer à notre audience, coté, c'est les actions qu'ils peuvent acheter très facilement sur les plateformes, donc les Apple, les Tesla, etc. Tout à fait. Et ça, c'est des boîtes cotées qui représentent finalement qu'une petite partie des sociétés qui existent dans le monde. C'est peut-être les plus grosses en général, mais il y en a énormément qui sont très grosses, qui ne sont pas du tout cotées, qu'on ne peut pas Tout à acheter. On va y revenir. Et en France, il y en a d'ailleurs une grande partie des sociétés même grandes sans pas cotées en fait. Si tu prends les sociétés qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, Oui. ou 100 millions de dollars, 94% de ces sociétés sont non cotées. Seuls 6% des sociétés non cotées. Donc ça rejoint totalement ton point. Tu as 15 à 20 fois plus dans les grandes sociétés, tu en as 15 à 20 fois plus de sociétés qui sont non cotées que de sociétés cotées. Et tu as un autre phénomène. Depuis 20 ans, le nombre de sociétés cotées en bourse diminue. Pourquoi? Parce que des fonds de private equity les sortent de la cote. Parce qu'on est en train de se rendre compte que les marchés cotés, en fait, sont habitués. Ils sont, si tu veux, ils sont adaptés à des sociétés très grosses, très lisibles, très claires, très simples, et avec des trajectoires de croissance très simples à comprendre. Dès que tu sors de ce schéma, ta valorisation boursière sera mal comprise. Donc aujourd'hui, tu as un paquet de sociétés cotées depuis 20 ans qui ont été retirées de la cote par des fonds de private equity parce qu'en fait, elles étaient mal comprises en bourse, mal valorisées en bourse. Donc en fait, tu as fait un point très important. Si tu veux un portefeuille de pépites, 6% des pépites de plus de 100 millions sont cotées. 94% ne sont pas cotées. Donc, par simple souci de diversification, tu dois essayer d'investir sur ce monde du non-coté. Maintenant, ce monde du non-coté, il est très compliqué d'accès.
C'est pour ça que tes auditeurs le connaissaient peu ou mal, parce que jusqu'à l'avènement d'acteurs comme nous, l'accès à ces grands fonds de private equity a été réservé à des institutionnels ou à des familles extrêmement fortunées. Il y avait un ticket minimum très élevé pour pouvoir rentrer dans ce jeu-là, en fait. Si tu veux rentrer dans les plus grands fonds mondiaux de private equity, alors il y a des ligues dans le private equity. On va en parler. Il y a des ligues. Mais juste, j'explique avant. 30 millions. Je fais simple. Ah ouais. Le ticket d'entrée, aujourd'hui, dans un grand fonds américain du premier quartile, 30 millions de dollars. Mais si tu n'as pas 30 millions de dollars, ils vont pas te parler. Oui. Mais si tu as 30 millions de dollars, ça ne veut pas dire qu'ils vont te parler, parce qu'en fait, tu as un autre sujet, c'est qu'ils ne peuvent lever qu'un quantum limité. Oui. Parce qu'en fait, ils peuvent déployer qu'un quantum limité. Donc, il y a un sujet d'accès, même si tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ils ne te parlent pas. Mais même si tu as l'argent, et s'ils ne te connaissent pas de longue date, si tu n'es pas un client historique de longue date de ces fonds, c'est très compliqué de rentrer. Est-ce que tu peux donner des exemples de marques connues qui sont très grosses et qui sont privées, juste pour que les gens s'en rendent compte? Est-ce que, par exemple, Picard est privé? Bien sûr. Ikea est privé. Mais plein de sociétés. Beaucoup du luxe français est privé. Non, dans le luxe français, non. LVMH est coté, Hermès est coté, Dior est coté. L'intérêt d'être coté aussi, c'est ta notoriété. Donc, autrefois, quand tu étais coté, tu accédais à un statut. Ça aussi, c'est en train de changer. Le fait de s'introduire en bourse te donnait une notoriété et un statut qui te rendait grand. J'ai démarré dans le private equity à 35 ans. Il y a 35 ans, le Graal, quand un fonds de private equity achetait une société, le Graal, c'était la sortie en bourse. Ce monde-là, il a changé, Racem. Et il y a 35 ans, le monde du private equity était petit. Le monde du coté était très grand. Aujourd'hui, le monde du non-coté est très grand. Le monde du coté est très grand aussi, mais il y a suffisamment de capitaux dans le non-coté pour accueillir des sociétés qui seront beaucoup mieux valorisées, beaucoup mieux accompagnées par des gérants du non-coté que par des gérants du coté. Peut-être expliquer le monde du coté, l'avantage c'était aussi d'avoir les liquidités, parce que tout le monde pouvait souscrire. Le privé, le retail, comme on dit en anglais, pouvait, donc les gens normaux comme moi, comme Anthony, pouvant acheter aujourd'hui du Tesla ou du Apple très facilement via une application. En un clic. Ouais. Et c'est même très gamifié aujourd'hui. C'est devenu très gamifié. Et ce qui fait que tout le monde, même les petits porteurs qui ont 30, 50 euros, peuvent très vite jouer avec et ça devient encore plus liquide. Et donc, si moi je suis fondateur et que ma boîte arrive à être cotée, je sais que je peux vendre mes actions quand je veux et avoir un peu de liquidité sans avoir à vendre toute ma boîte. Tu peux y revenir? Ouais. Non. Ok. Ça, c'est un leurre. L'intérêt d'être coté, si tu réponds aux critères de beauté des marchés cotés, c'est que tu peux faire plein de choses. Donc, tu veux lever de l'argent en bourse. Si tu es coté et que tu réponds à certains critères de beauté, tu peux. Oui. C'est quoi les critères de beauté aujourd'hui pour être une belle société cotée? Valoir au moins 10 milliards de market cap, faire au moins 4-5 milliards de chiffre d'affaires, avoir une trajectoire de croissance très simple, un modèle économique très compréhensible. Que moi je peux comprendre, que n'importe qui peut comprendre. Voilà. Si tu as ces critères de beauté, ta société vaudra beaucoup, tu pourras faire plein de choses en bourse. Tu peux utiliser tes titres cotés pour faire des acquisitions, tu payes avec tes titres. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux collatéraliser certains pour acheter. Et tu peux tout faire. Ouais. Et là, la bourse a pleinement son sens. Maintenant, tu as créé ta boîte. Tu veux l'introduire en bourse et tu l'introduis à l'arrache. Elle fait 50 millions de chiffre d'affaires, tu l'introduis, mais personne ne va la suivre. Il n'y aura pas de liquidité, il n'y aura pas de rapport d'analyste. Oui. Par contre, tu auras tous les désavantages d'une société cotée et aucun désavantage d'une société cotée. Oui. Tu devras publier tes comptes, reporter sur tes comptes, à tes concurrents, à tes clients. Tu es obligé d'une transparisation totale. C'est lourd. C'est très complexe, très lourd à gérer pour une petite société qui n'est pas adaptée. Et de quoi on se rend compte aujourd'hui? Que pour toute une partie de la cote, le marché coté n'est pas adapté. Elle est mieux dans des mains privées que dans des mains cotées. Quand tu es coté, tu es observé de tout le monde. Il y a des plus et des moins d'être coté. Le grand plus, c'est que si tu réponds à un critère de beauté, tu es liquide, qui est un avantage immense du côté. Tu es liquide. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Tu peux lever de l'argent, pas quand tu veux, mais tu peux lever de l'argent relativement aisément. Oui. Donc, tu as une monnaie d'échange. Ça a une énorme valeur. Oui. Quand tu corresponds à certains critères de beauté et quand tu n'as pas de problème à publier tout sur toi. Si tu as envie d'être confidentiel, secret, plus agile aussi, parce que le fait d'être coté, en termes de reporting, c'est très contraignant. Bien sûr. Puis, les contraintes des sociétés cotées ne font que croître. Les autorités de tutelle sont de plus en plus exigeantes. Donc, en fait, tu te rends compte de quoi 35 ans après? Il y a 35 ans, ce côté en bourse, c'était le Graal. Aujourd'hui, c'est adapté. En fait, le marché s'est segmenté. Il y a plein de grosses sociétés pour lesquelles c'est pas du tout adapté. Oui. Et t'es mieux de vivre en des mains privées sophistiquées, avec comme investisseurs des très bons fonds de private equity,
qui en plus vont t'apporter des choses que le marché coté t'apporte pas. Le marché coté t'apporte la liquidité. Par contre, il t'apporte pas la gouvernance. Oui. Le fonds de private equity qui t'accompagne, on en reparlera. Évidemment, il apporte des capitaux. Mais il a un apporte, savoir-faire aussi. voilà, il apporte énormément de choses dans l'accompagnement, la gouvernance, le sponsoring, le coaching, l'expertise, la valeur ajoutée, les acquisitions, les recrutements. Il t'apporte un actionnariat professionnel dont c'est le métier d'être assis à côté de toi. C'est ton copilote. Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Mais quand je suis un investisseur, imaginons j'arrive à rentrer dans le marché de private equity par un autre biais. Est-ce que les performances que je vais faire en côté ne sont pas meilleures si j'investis sur Apple ou Microsoft? Est-ce que je vais pas faire beaucoup plus de retours que sur des boîtes privées qui ne sont pas cotées, qui ne sont pas très visibles, etc. C'est quoi les performances finalement comparatives des deux? Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre parce qu'on a beaucoup de stats. Le marché du private equity, il a 60 ans d'histoire. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le marché du private equity, il est énorme. Oui. On parle d'un marché de 6 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, les encours gérés par des fonds de private equity professionnels, 6 000 milliards de dollars. Les institutionnels rajoutent à peu près 600 milliards chaque année dans le marché. Donc ça, c'est les Harvard, les Stanford, mais pas que les fonds de pension. Pas que ça. Fonds de pension, caisses de retraite, fonds souverains, grandes compagnies d'assurance vie, les banques privées pour leurs fonds propres et quelques familles milliardaires. 6 000 milliards de dollars. Qui sont investis pour acheter et faire croître des sociétés privées. Bon. On a 60 ans d'histoire sur ce marché. Maintenant, si tu veux comparer la performance du côté et du non-côté, qui est le cœur de ta question, il faut mettre un petit caveat de précaution. Dans les marchés cotés, tu as un avantage, la liquidité. Quand la boîte est grosse et belle, tu rentres, tu sors quand tu veux. Hors grande crise majeure. Dans le private equity, tu as une vraie contrainte. C'est illiquide pendant 7 à 10 ans. Donc, il faut faire attention. Tu ne peux pas comparer des pommes avec des poires, si tu veux. Le private equity suppose que tu acceptes une certaine forme d'illiquidité pendant un certain temps. Enfin, un peu comme l'immobilier pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Quand tu achètes un appart, tu peux pas vendre un tiers de l'appart quand tu veux ou un Mais même quart. quand tu achètes un grand bâtiment logistique, tu es un investisseur, tu mets 100 millions dans un bâtiment logistique, tu le vends pas en 3 mois. Oui. Ça met 18 mois pour le vendre. Il y a un cycle de vente. Oui. L'avantage des marchés cotés, c'est simple. C'est tu sors quand tu veux. Tu sors à peu près quand tu veux. Quand il n'y a pas de crise, à peu près quand tu veux. Quand tout va mal, il n'y a plus de liquidité pour personne. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Par contre, en private equity, tu dois accepter, même quand tout va bien, que pendant 7 à 10 ans, tu es loqué. D'accord? Maintenant, quand tu as dit ça, c'est quoi la perf comparée? Le match private equity coté. On a les stats. C'est très simple. Sur les 20 ans passés, je te prends les statistiques. Je vais prendre PitchBook, qui est l'institut. Enfin, PitchBook et Preqin, c'est pareil. C'est la source, ça. C'est le Nielsen, Ipsos Nielsen du private equity mondial. Okay. Tous les fonds mondiaux reportent à PitchBook et Preqin. OK? Sur les 20 ans passés, la performance moyenne annuelle des marchés cotés, 7,5%. J'étais pris comme indice le MSCI, dividendes réincorporés. Donc j'ai pris en compte les dividendes, 7,5%. C'est un peu le FT500, mais monte, quoi. Mondial, exactement. Okay. Maintenant, je te prends le private equity moyen mondial, le bas de la Ligue 2, 13,2%. Net de frais et de carry. Grosso modo, tu as 600 points d'écart par an, 6% d'écart de performance par an tous les ans depuis 20 ans. Je voudrais juste remettre ces chiffres en perspective parce que parfois les gens me disent « mais 6% c'est pas beaucoup ». Mais c'est énorme. C'est pratiquement le double de la performance. Regarde l'impact des intérêts composés. Parce que le private equity n'a de sens que sur un horizon long. C'est le temps de l'économie réelle, c'est le temps des business plans. Oui. Si tu veux faire des retours à 2 ans, va sur les marchés cotés, va pas en private equity. En fait, c'est le temps qu'une boîte fasse tout un cycle et qu'elle se revende à un autre acteur. Totalement. C'est pas en un an et demi que je vais dérouler un plan. C'est le temps de l'économie réelle. Oui. C'est au moins 5 à 7 ans par boîte. Oui. Mais donne-toi 20 ans, qui est l'horizon d'un patrimoine. Oui. Sur 20 ans, 7% par an pendant 20 ans, ça fait 3 fois et demi. 13% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. Ça, c'est pas la linéarité, c'est l'exponentialité. L'écart de perf entre le private equity et les marchés cotés est très important. Maintenant, c'est normal qu'il soit important. Pourquoi? Il faut payer les liquidités. Si tu acceptes d'être illiquide pendant 7 à 10 ans, il faut que je te rémunère pour ça. Alors, les institutionnels sophistiqués, tu sais ce qu'ils disent du private equity? C'est un marché où on est payé pour les liquidités. J'achète de l'illiquidité. Oui. C'est un premium. Exactement. Il appelle la prime. La prime d'illiquidité, c'est à peu près 600 points de base. Ah, ok. Donc, le discours est clair. Parfois, on me dit, oui, mais il y a un gros risque en private equity, c'est les liquidités. Le régulateur voit ça comme un risque
Parce qu'il y a des effets secondaires de ce sujet-là. Mais en tant que tel, un risque, c'est quand le sujet n'est pas connu. Le risque, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Quand tu investis, tu sais que tu es parti pour 7 à 10 ans. Donc, c'est une donnée du problème. Par contre, il faut que je te rémunère pour ça. Donc, historiquement, sur les 20 ans passés, la prime d'illiquidité, l'illiquidity premium, 600 points de base, 6% par an. Du simple au double. Et là, on a comparé, Rassem, la moyenne des marchés cotés et la moyenne du PE. Si je te prends la Ligue 1 du private equity, on est à 20,5% par an. Sur combien de temps? Sur 20 ans, tous les ans par an. 20% par an. Malgré les crises? Quand il y a des crises... Malgré les crises. Tu prends 2000-2020, 20% net par an, net de fees et de carry. Alors qu'il y a eu 2008, il y a eu 2001, la crise de la bulle Internet, l'effondrement des marchés cotés, moins 50 le CAC. Il y a eu 2008, la crise de Lehman, moins 50 le CAC. Il y a eu 2019, la crise du Covid, au début moins 40 le CAC. À travers le temps, les très bons gérants de la Ligue 1 ont livré plus de 20% net par an sur les 20 années passées. C'est spectaculaire. Mais là, je te parle de gérants remarquables, très difficiles d'accès. 20% par an pendant 20 ans, ça fait presque 40 fois la mise. C'est énorme, ça paraît même irréel. Comment tu élimines le facteur chance dans tout ça? Parce qu'il peut y avoir des gens chanceux qui ont fait quelques années. Non, là, je te parle de la moyenne des 25% des meilleurs gérants mondiaux. Je t'ai pas pris un fonds sur 3 ans. Je t'ai pris tous les fonds de private equity au monde et je t'ai pris la moyenne de la Ligue 1, 20,5% net sur 20 ans tous les ans. Là, il n'y a pas de facteur chance. Mais est-ce que la Ligue 1, il change les acteurs de la Ligue 1? Bien sûr. Ok. Ah, très des descentes en Ligue 2. Très intéressant ton point. Seuls 25% des fonds mondiaux vont faire 2 millésimes d'affilée Ligue 1. Intéressant. Waouh. Donc, quand tu es en équipe de Ligue 1, en PE, tu as 75% de chance que ton prochain millésime soit Ligue 2. Waouh. Alors ça, tu poses une autre question très intéressante. Comment tu fais en sorte, quand tu choisis les fonds, parce que ça, chez Altarock, c'est un de nos savoir-faire, c'est notre travail, d'essayer d'identifier, c'est pas une garantie. Ceux qui vont rester longtemps en Ligue 1. Voilà, ceux qui ont été Ligue 1 et dont nous, on pense qu'ils ont la capacité de rester Ligue 1. Et pour ça, il faut faire un travail très fondamental, comprendre quels ont été leurs facteurs de succès par le passé, pourquoi ils ont battu le marché, c'est quoi leur recette industrielle, et est-ce que cette recette industrielle est duplicable ou pas. C'est la question pour laquelle on est payé. Enfin, non, on est payé pour 2 choses, si tu permets. Les accès, parce qu'on a dit que les accès étaient complexes, et le jugement. Parce que nous, on fait chaque année un portefeuille dans lequel il y a 6 ou 7 gérants du premier quartile. Donc, il y a 7 accès. Première ligue, oui, absolument. 6 ou 7 accès très difficiles à craquer. Et en plus, on a été chercher, par des diligences très poussées, ceux de ces gérants sur lesquels nous, on a des convictions intimes qui vont le rester. D'abord, avant de parler de comment ça fonctionne chez Altarock, dire que si moi je suis particulier pour accéder, il y a un moyen d'accéder à cette classe d'actifs chez toi, c'est via Climb, qui est une boîte d'optimisation de patrimoine pour les particuliers, d'un pote commun à nous, qui est Aldric. Avant de parler de la partie accessibilité de ces fonds, peut-être juste expliquer les acteurs de ce monde-là. Donc il y a les sociétés privées, les Ikea de ce monde-là, etc. Il y a des pépites, comme tu le dis, que parfois on peut même pas lire nous en tant que particulier parce que c'est trop technique. Il y a des gens qui font des équipements hyper industriels entre B2B seulement, entre business. Et tu as des gérants de fonds qui, eux, vont rassembler de l'argent de Harvard, des fonds de pension, des fonds souverains. Et ils vont déployer cet argent-là en achetant les boîtes privées, en faisant un peu de gestion, aider à la gestion de ces boîtes-là, parfois même changement de toute la direction. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, ils vont les revendre, peut-être à d'autres fonds d'ailleurs, ou à des groupes industriels qui les rachètent. Et cette plus-value qu'ils vont faire, ils vont la redistribuer aux investisseurs. Et donc toute la question, c'est comment rentrer dans ce game-là. Donc il y a les gérants. Les gérants, c'est ceux qui vont récolter l'argent, des sources d'argent, et choisir les boîtes individuellement. Ils vont faire peut-être 3-4 investissements dans l'année. C'est quoi un gérant, combien il fait d'investissements? Alors, dans le monde du private equity, tu as différents segments de marché. Si je fais simple, tu en as 4. Et ça dépend de la maturité de la société sous-jacente. Quand tu accompagnes des sociétés très jeunes, tu as ce qu'on appelle du venture. Business angel, seed investing, early stage investing, venture capital. Très risqué. Tu accompagnes ce que tu pensais être les prochains Amazon, Airbnb, Netflix. C'est le marché des venture capitalistes. Il y en a un qui marche sur 10, mais il va faire un fois 1000 par rapport aux autres. C'est l'esprit. Donc c'est une dimension, tu dois être très statistique dans ton approche parce que un fonds vit 10 ans, en théorie. Tu as 5 ans pour investir, 5 ans pour faire mûrir. Dans un fonds de venture, tu as en moyenne 150 sociétés. Pourquoi?
parce que tu as une dimension statistique. La moitié va mourir sur 5 ans. Pas mourir en faisant faillite, le concept n'est pas viable en fait. Tu as 30% des sociétés que tu vas revendre au prix de revient. Donc au bout de 10 ans, j'ai investi 100, j'ai perdu 50, j'ai récupéré 30, 30 sur 100. La question c'est, les 20% du portefeuille qui sont censés recouvrer les pépites, combien valent-elles? Eh bien tu ne le sauras pas au bout de 10 ans, tu le sauras en moyenne dans 17 ans. Oui. La durée de vie moyenne d'un fonds manager, c'est 17 ans. Donc ce couple rendement-risque, à notre avis, il n'est pas adapté à des clients privés. Donc on n'est pas là-dessus. Ensuite, tu as un marché qu'on appelle le growth, le capital croissance. Tu accompagnes des sociétés en hypercroissance qui font plus de 40 millions de chiffre d'affaires et qui ont besoin de capitaux pour croître. Ces sociétés vont lever de l'argent auprès de fonds de private equity minoritaires qui auront certains droits de regard dans la gestion, mais qui seront minots. Minoritaire, peut-être expliquer, c'est qu'ils n'auront pas 50% du capital, ils auront quand même 20, aussi, 30, 40%. comme le venture, comme la première catégorie. Tout à fait. Ils sont minoritaires. Et les boîtes ne sont pas forcément encore rentables, ou en tout cas, elles sont proches peut-être de la rentabilité. Tout à fait. Pourquoi elles ne sont pas rentables? Parce que ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est la croissance. C'est l'hypercroissance. Oui. C'est se dépêcher de prendre des positions de marché de leader. Bon. C'est un peu notre position de Legal Place, par exemple. On est sur un chiffre d'affaires plus élevé que ce que tu as dit, en croissance de 70% annuelle. Tout à fait. Et il faut des capitaux pour croître. Et on n'essaie pas d'être à tout prix rentable parce que ça va nous empêcher d'avoir des... T'iras moins vite. J'irai moins vite. Tu veux recruter des commerciaux, tu veux recruter des techniciens, tu veux recruter des équipes IT. Il faut que tu investisses pour prendre des positions de marché. C'est ce que fait le fonds de growth. Okay. Oui. Et ensuite, tu as le gros du marché qui est le buyout. Donc le LBO, le capital transmission, c'est un autre marché. Peut-être le film fondateur de tout ça, c'est Barbarians at the Gate. Barbarians at the Gate, le livre et le film. Oui. Oui. Et on est dans les années... Là, Barbarians at the Gate, on est en 1992. C'est un film incroyable, j'invite tout le monde à le voir parce qu'il est hyper spectaculaire, mais en même temps, il éduque en fait. We poured enough technology into this project to send a cigarette to the moon and we come up with one that tastes like it took a dump. Donc Barbarians at the Gate, t'as un groupe qui s'appelle RGR Nabisco, qui est un très grand conglomérat, gâteaux, confiseries, boissons gazeuses, qui décide de vendre une filiale. Et la question c'est à qui il va la vendre. Et donc t'as une bataille entre... Il peut la vendre ou la coter en bourse. Et donc, tu as une bataille. Il va faire une cession non stratégique et il va la vendre à KKR. Et donc, tu as une bataille entre 4 fonds de private equity, des titans à New York, qui vont se battre pour acheter cette filiale, qui vont s'endetter jusque-là. Ultimement, ça ne va pas être un très bon investissement. Et c'est la première fois qu'on fait un deal de cette taille en private equity. On est sur du cœur du LBO. Le marché américain, on est assez balbutiement. On est dans les années 90, tout début 90. Oui. Et Henri Kravis, le patron de KKR, fait des statements énormes, l'âge d'or du private equity. Bon. Et donc, c'est quoi le LBO? Ça a commencé comment? Quand des grands groupes ont vendu des filiales non stratégiques qui n'intéressaient pas vraiment du monde, sauf du private equity. Comme Sanofi qui a vendu Doliprane. Sanofi vend Doliprane. Mais pourquoi Rassem Sanofi vend Doliprane? Parce qu'aujourd'hui, Sanofi a décidé de se concentrer sur des blockbusters mondiaux. Doliprane, c'est une vache à lait. Position de marché leader en Europe. Ça atteint sa maturité. Maturité. L'enjeu, c'est quoi? Optimiser sa gestion, baisser ses coûts de fonctionnement. Il y a un certain type de fonds de private equity qui fait ça. Donc, tu as eu 5 gros fonds de private equity qui se sont battus pour l'acheter. Donc, un grand groupe vend une filiale non stratégique. Ça peut donner lieu à un LBO. Tu as aussi des groupes familiaux. Quand le patriarche, homme ou femme, veut plus s'en occuper, qui peuvent vendre à des fonds de private equity en LBO. Tu as des sociétés cotées qui sont mal valorisées en bourse, qui vont se faire sortir de la cote par des fonds de private equity en LBO. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as des fonds de private equity qui un jour vont devoir vendre. Je peux te signer tout de suite que quand Sidi Anar, qui a racheté Doliprane, va vendre, il y aura des fonds de private equity pour l'acheter. C'est liquide. Mais en fait, ce qu'il faut expliquer ici, c'est qu'avant l'existence de ce marché de private equity, moi, si j'avais une boîte qui a atteint une certaine taille, mais qui a pas la bonne forme pour rentrer en bourse, j'avais très peu de liquidité. Je pouvais ne faire acheter que par des concurrents ou des boîtes qui ont intérêt à m'acheter. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai démarré dans le private equity il y a 35 ans, en 90. Ok. En 90, écoute bien, quand un groupe industriel voulait vendre une boîte, la vendre à un fonds de private equity, c'était honteux. Non, mais le private equity n'était pas... C'était les barbares. C'est ça, c'était pas l'acheteur noble. Oui. L'acheteur noble, c'était un groupe industriel concurrent. C'était pas l'acheteur noble. Tu vendais à du private equity presque par dépit. Peut-être expliquer, genre Coca qui achète Innocent, c'est noble. Parce que Innocent, bon, c'est entre guillemets noble, mais Innocent qui vend à une boîte de boissons. Oui. Mais Innocent qui vend à un private equity, à l'époque en tout cas, c'était vu comme un peu le dernier recours. Parce que les gens avaient une mauvaise idée des fonds. Les gens pensaient que les fonds de private equity n'étaient que des ingénieurs financiers, qu'elle allaient acheter pas cher, qu'elle allait dépecer, qu'elle allait baisser les coûts et qu'elle allait pas investir. C'est tout le contraire qui s'est passé. Quand Sanofi
vend Doliprane à Clayton Dubilier. Sanofi s'occupait pas vraiment de Doliprane. C'était pas une activité stratégique chez Sanofi. Pour Clayton Dubilier, c'est une activité totalement stratégique. L'obsession du management de Doliprane, avec Clayton Dubilier, ça va être comment on développe le business. Tout d'un coup, tu as une filiale qui était orpheline dans un grand groupe qui devient centrale. Le management pense plus qu'à ça. Le management, je te rappelle, a investi dans le deal. Oui. Le fonds de private equity a investi dans le deal et dans son fonds. Tu as un alignement d'intérêts vertueux. Tu as le top management de Doliprane qui s'assied avec le top management de CDNR et qui se dit comment on peut développer la boîte. Tout d'un coup, tu as un actionnaire pour qui c'est Center Stage. Qui va te donner les moyens. Qui va te donner des moyens immenses. Qui va s'asseoir avec toi au board tous les mois. Qui va t'appeler toutes les semaines. Qui va poser un BP avec toi. Et qui va être obsédé de répondre à la question comment on peut faire de cette boîte une meilleure boîte. Clairement. Fabuleux. Et ça, tu as donné l'exemple d'une filiale d'un grand groupe, mais quelqu'un qui a passé sa vie à créer une boîte familiale, qui a atteint des niveaux de 100 millions de chiffre d'affaires. Avant, il avait peut-être un acheteur potentiel, c'était un seul groupe pour lequel il fait sens. S'il y en avait. Ouais. Et s'il y en a qu'un, le prix il sera mal négocié parce que t'as le pouvoir, c'est l'acheteur. Et là, d'un coup, il a cet industriel plus 3-4 financiers qui s'intéressent à ça. Donc, tout de suite plus liquide pour nous, autres entrepreneurs, qui n'avons plus le go big ou faire hériter ta boîte et tu sais pas si tes enfants vont vraiment bien la gérer. Je peux maintenant la confier à un fonds qui la gérera bien et prendre le cash et sécuriser la famille, quoi. Donc confier, c'est pas le bon terme. Tu peux t'associer avec un fonds, mais regarde l'importance. Ok. Je suis un groupe industriel. Je vends une filiale et je rêve de la vendre à un industriel. Pourquoi ? Parce qu'il a des synergies, qui va payer ces synergies. Mais ça veut dire quoi, les synergies ? Ça veut dire sortir du monde, qu'on soit clair. Bien sûr. Donc quand je suis un industriel qui vend une filiale à un autre industriel, virer des gens, tu veux dire. On va virer des gens. Ouais. Ok, alors d'un point de vue financier pour le groupe industriel, c'est mieux. Pour le management de l'équipe filiale de ce groupe industriel vendu, est-ce que c'est mieux ? Je suis pas sûr. Pas du tout sûr. Il perd en autonomie. Ok. Il perd en légitimité. On va l'emmerder sur couper les coûts. Donc si tu veux, moi je pense que la sortie auprès d'un fonds va te donner plus de temps. Oui. Tu vas redevenir center stage. Tu vas avoir des moyens et tu vas redevenir en capacité de créer un champion. Quand tu es filiale d'un grand groupe, tu es vendu à un concurrent industriel, est-ce que c'est enthousiasmant pour le management ? Honnêtement, pas vraiment. Oui. Tu as perdu ton destin, tu n'as plus ton destin en main. Est-ce que Bernard Tapie faisait des LBO ? Non. Il faisait vraiment de la reprise de... Il faisait du turnaround. C'est encore un autre marché. Ok. Donc ça, c'est un marché dont je n'ai pas parlé. Il y avait 3. Il y avait le venture, le growth, le buyout et il y a le turnaround. Donc le turnaround, c'est quoi ? Alors Tapie l'a pas inventé, mais ça consiste à racheter des belles endormies. À l'époque Adidas, tu te souviens ? Pour les remettre d'équerre. Oui, mais elle était privée Adidas du coup. Bien sûr, mais les gens oublient que des belles endormies, mal gérées, sous-gérées, peuvent aller au tapis. Donc tu as des fonds de private equity qui sont spécialisés là-dedans. Ils accompagnent des managers professionnels parce que c'est un sport à part, le turnaround. Remettre d'équerre en 4 ans une boîte qui était au tapis, c'est très compliqué. Tu la payes pas cher, mais tu dois investir dans les équipes, dans les talents, dans les usines, dans les capex, dans le fonds de roulement. En final. Très cher. Et ça prend beaucoup de bande passante des managers et des fonds de private equity. Le fonds va mettre beaucoup de son temps aussi. Ouais. Beaucoup de son temps. Donc si tu veux, tu as un sujet sur les fonds de turnaround. Tu as typiquement 10 sociétés par fonds. Et avec un problème de volatilité là aussi, tu en as 3-4 qui vont aller au tapis en 2 ans. 3-4 qui vont rendre la mise et 2 qui vont faire ou pas la performance du fonds. Là aussi, nous, on pense que pour des clients privés, c'est pas adapté en termes de profil rendement-risque. Oui. Je dis pas que c'est pas intéressant, le turnaround. C'est intéressant dans une dimension statistique chez un grand institutionnel qui a 50 fonds dans son portefeuille. Chez un client privé, pas très intéressant. Et si tu parles de ces 4 catégories, c'est dur de dire les rendements de chacun parce que les premières catégories, c'est très volatile. Il y a des fonds qui font, les Sequoia de ce monde-là, qui font des retours énormes. Oui. Et puis la majorité des fonds VC... C'est très intéressant ta question. On ne peut pas comparer simplement la performance, il faut comparer le couple risque-performance. Oui. Donc il y a un élément très important dont on parle peu, c'est le taux de perte. Donc ce qui est important, c'est de regarder quelle performance est livrée, pour quelle volatilité. Donc dans un bon fonds de venture, le taux de perte est de 50%. 50% des boîtes sont allées au tapis. Alors si le fonds fait 3 fois la mise avec 50% de taux de perte, c'est magnifique. Il est content. Il est content, mais moi je préfère faire 2,5 fois ma mise et 5% de taux de perte en barrière. C'est beaucoup plus stable, il y a moins de surprises, il y a moins de volatilité. Alors pour un grand institutionnel qui a des centaines de fonds, ça a du sens de faire du venture
Parce que la volatilité est noyée dans le portefeuille. Oui. Pour un client privé qui a déjà du mal à rentrer dans un fonds, je pense que c'est pas adapté. Mais c'est une question aussi de masse monétaire, parce que pourquoi est-ce que les gros gestionnaires de fonds sont limités en quantité d'argent à gérer? Parce que le nombre de boîtes est limité. Et donc si moi je Pas suis que ça. Ah, il n'y a pas que ça. Mais si moi j'ai énormément d'argent, même en arrosant tous les meilleurs gestionnaires de fonds private equity, il me restera un peu que je vais devoir arroser d'autres classes d'actifs. Non, il n'y a pas cette logique de plus j'ai d'argent et plus je suis obligé de mettre ailleurs. Prenons quelqu'un qui est très riche. 100 millions. Quelqu'un qui a 100 millions. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a 300 peut-être? Non, il y en a plus. Je pense qu'il y en a... 500. Non, 2-3 000, mettons. Parce qu'en fait, j'avais en tête que 200 millions, c'était le 200e en France, il a 200 millions. Mais peut-être qu'après... Non, dans le challenge. Dans le challenge qui sort chaque année son top 500. À 200 millions, tu es dans le top 500. Tu es dans le bas du top 500. 100 millions, je pense que tu as 3 000, 4 000 personnes, d'accord? Tu veux mettre, mettons, 20% en private equity, ok? Tu veux mettre 20% de ton patrimoine en private equity. Les familles américaines les plus fortunées sont à 33% de leur patrimoine total en PE. Wow. 33. Exposé autant. Les familles européennes les plus fortunées sont à 21. Pourquoi? Mais parce qu'il y a moins longtemps que ça. Moins longtemps que ça existe, c'est Oui, moins culturel. moins culturel. Ouais. Ok. Mais mettons que tu es 100 millions de patrimoine, une fortune colossale. Tu veux mettre 20% en private equity, 20 millions. Est-ce que tu réalises que c'est même pas le ticket pour entrer dans un fonds? Donc comment tu fais, Rassem? Tu te rends compte? Là, on est sur un sujet cœur. Tu es très très riche au niveau du retail, mais dans le monde instit, tu es un pauvre. Tu es un acteur anecdotique du monde institutionnel. Et attends, tu veux mettre 20% en PE, donc 20 millions, et tu vas pas tout mettre une année donnée. Tu vas lisser sur 5 ans. Oui. Ok, donc tu vas mettre 5 millions par an. Je te rappelle que le ticket d'entrée dans un grand leader mondial, c'est 30 millions. Donc comment tu fais? Tu peux pas. Avant l'avènement d'acteurs comme Altaroc, tu pouvais pas. Même avec ce niveau de richesse. Même en étant extrêmement fortuné. C'est pour ça que j'ai créé Altaroc. Ouais. C'est pour permettre, pas à un client qui a 100 millions, à un client qui a 100 000 euros. La révolution qu'on a apportée au marché, c'est quoi? C'est de permettre à un client qui a 100 000 euros d'investir comme quelqu'un qui a 100 milliards. C'est ça qu'on a fait. De mettre dans les mêmes fonds Les mêmes fonds. aux côtés des très gros de ce monde-là, en fait. Le directeur des investissements chez nous, je l'ai recruté il y a 2 ans, c'est l'ancien patron du private equity mondial de MetLife. MetLife, c'est le plus gros assureur vie américain. C'est un institutionnel qui... Un institut qui a un programme de PE de 30 milliards. Louis investit pour Rassem, qui va mettre 100 000 euros, comme il investissait chez MetLife. La proposition de valeur d'Altaroc, c'est que je construis pour toi, à partir de 100 000 euros, d'engagement, tiré sur 5 ans, 10 000 euros par semestre, on en parlera comme un abonnement sur Amazon, pour 10 000 euros par semestre, date fixe, quantum fixe, 1er avril, 1er octobre, je t'appelle 10 000 euros, tu vas investir comme MetLife. Et là, tu rentres... Là, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent mettre 100 000 que... Bien sûr que 100 millions, bien sûr. Et Mais là- alors, 100 000 euros, c'est la contrainte que l'AMF, Ah qui est oui. l'autorité de tutelle des marchés financiers, impose pour investir en direct en private equity. L'AMF estime qu'en dessous de 100 000 euros, tu n'as pas la sophistication et la surface nécessaires pour D'accord. le faire. Donc, l'engagement minimum requis aujourd'hui, hors assurance vie, c'est 100 000 euros. C'est même pas vous, ça, c'est plutôt... C'est la réglementation. C'est la réglementation. Et c'est la réglementation à peu près européenne. Donc, nous, la proposition de valeur d'Altaroc, c'est de permettre à quelqu'un, pour 100 000 euros, sur 5 ans, 10 000 euros par semestre, d'investir comme MetLife. Parce que je peux pas mettre 100 000 d'un coup. Non. Pourquoi? Si je fais ça, je vais dégrader ta performance. En fait, quand j'investis dans des fonds pour toi, donc chaque année, on a un portefeuille qu'on appelle le millésime, comme une saison sur Netflix. J'en suis à ma 5e saison là. Dans ma saison 5, le millésime 5 d'Altaroc, il y aura 7 fonds, 6 ou 7 fonds. Ces fonds, ils achètent des sociétés pendant 5 ans, tu te souviens? Donc, ils m'appellent moi pendant 5 ans. Ça sert à rien que j'appelle ton argent le premier jour. Je vais abîmer ta performance, donc je vais t'appeler ton argent sur 5 ans. Le temps que eux, chaque semestre, vont trouver des boîtes Tout à dans fait. lesquelles ils vont investir, ils peuvent pas... Grosso modo, 20% de ton argent va être investi pendant 5 ans. Et à partir de l'année 4, les plus belles boîtes sont vendues. Quand ils vendent, ils me rendent, je te rends. Donc je commence à toucher la 4e, 5e année. À partir de la 4e année, tu commences à toucher. Et là, je touche le principal, donc les 20 000 que j'ai mis la première année, plus... Si je prends la performance moyenne du private equity, des fonds, on a dit prenons 13%. L'argent est appelé sur 5 ans, tu engages 100 000, je t'appelle 20 000 par an pendant 5 ans. Et à partir de l'année 4, les plus belles boîtes sont vendues. Tu vas me dire, mais tu m'as dit que ça vivait 5 ans un deal. Oui, mais non. Les plus belles boîtes, je les vends plus tôt. Et c'est pas les premiers 20 000 que je vends mathématiquement, c'est je vais vendre certaines boîtes. Oui. Donc 13%, les 100 000 que tu as investis vont rendre en moyenne 170 000. Pourquoi? Parce que ton argent n'est pas appelé le premier jour
et n'est pas rendu le dernier jour. Oui, oui, oui. Il est appelé pendant 5 ans, il est rendu à partir de la 4e année. Un fonds de private equity médian fait 13% de rendement. Tu as engagé 100 000, il te rend 170 000. Il commence à te rendre de l'argent en année 4. Il te rend à peu près 10 000 euros en année 4, Ok. 10 000 euros en année 5, 40 000 euros en année 6, 40 000 euros en année 7. Je comprends. En moyenne, tu auras récupéré ton capital en fin d'année 7, c'est-à-dire 2 ans après ton dernier appel de fonds. Et après, tu es en plus-value. Et après, tu as plein de mécanismes que peut-être qu'on peut décrire de si je veux remettre dans la saison d'après, Tu peux. je prends que la plus-value et je remets le Oh là là, principal. alors là, non, alors là, tu rentres dans un autre concept, Ouais. qui est le concept du recyclage. Là, tu rentres sur un concept sophistiqué que nous, on a appelé re-up, qui est, je dirais, emprunté de l'anglais, qui est exactement ce que font les institutionnels. En fait, un institutionnel, mais prenons l'analogie avec un portefeuille immobilier. Oui. Tes auditeurs sont familiers des portefeuilles immobiliers. Ils s'achètent un studio avec un peu de dette, puis à un moment, les loyers du studio qu'ils ont loué vont rembourser de la dette, puis avec ça, ils vont s'acheter un deuxième studio. Puis ils vont se faire un parc, et à un moment, le parc est autofinancé. Les instituts font exactement la même chose en private equity. Avec des sociétés, du coup, et pas de Avec des l'immobilier. millésimes, avec des portefeuilles de fonds. Une saison, je fais un portefeuille de fonds. La saison 2, j'en fais un autre. J'en fais pendant 6 ans. Et au bout de la 7e année, je simplifie là. Le portefeuille est autofinancé. Je continue à prendre des engagements dans des millésimes, mais les distributions des millésimes passés vont autofinancer le portefeuille. Donc, qu'est-ce que fait un fonds de pension? Il prend des engagements tous les ans. Et à partir d'un moment, il doit payer des retraites à ses administrés. Eh bien, avec les dividendes statistiques de son portefeuille, avec la rente que son portefeuille va créer en private equity, il va payer à ses administrés leur retraite. Donc, il a un principal, on va dire, c'est le capital initial Oui. Qui va déployer en moyenne sur 6 ans. sur 6 ans. Il met pas tout au travail le premier jour. Oui. Donc, il va engager dans certains fonds l'année 1, dans certains fonds l'année 2, dans certains fonds l'année 3. En fin d'année 6, il a construit son programme. Ça y est, le programme est autofinancé. En année 7, Waouh. il prend des nouveaux engagements, mais le cash des premiers millésimes finance les engagements et le programme est autofinancé et tu as construit un fonds de pension. Donc, je ne sors que, à partir de la 7e année, on va schématiser, je ne sors que la plus-value. Non, tu sors plus rien. À partir de la 7e année, tu reçois ta rente et le solde de ta rente est réinvesti pour financer les appels de fonds. Ok, donc je reçois une rente et le capital continue à travailler. Tout à fait. Dans le temps, de manière un peu perpétuelle, on va dire. Perpétuel. Parce Non, qu'il mais va- pas un peu. Pas un peu. Un fonds de pension. Oui. Il doit servir des rentes perpétuelles. Oui. Eh bien, Oui. comment il sert des rentes perpétuelles? Il a pris 6 ans d'engagement. Il a 6 ans de décaissement à financer. Au bout de la 6e année, il est autofinancé. Il continue à prendre des engagements et il a bâti de rentes perpétuelles. Je prends un exemple très basique. Oui. Anthony met 200 000 euros. Ou Oui. 100 000, pour simplifier le calcul. Prenons 300 000 pour faire. J'écrirai pour après. Ok, Il veut mettre 300 000 au travail, oui. C'est bon? C'est prêt des 300 000? Non, il va pas les mettre tout de suite. C'est vrai. Il va les Il va mettre répartir sur 6 ans. sur 6 ans. Oui, Sur 6 ans, tu vas déployer 300 000, ok? oui. Graduellement. Graduellement. Oui. C'est quoi la rente qu'on peut toucher avec 300 000, théorique? Je vais faire attention à ce terme de rente parce que quand on dit rente, le client a le sentiment d'un montant garanti. C'est pas C'est garanti. pas garanti du tout. C'est statistiquement fiable, mais contractuellement, ça n'est pas garanti. C'est important que les gens le comprennent. Oui. Il y a un élément de risque en private equity, on est d'accord? Mais ce que je dis, c'est qu'à partir de l'année 10, si Théorique. ton portefeuille est bien construit, Si t'es dans les bons fonds, si tu es dans les fonds du premier quartile, ok. et si tu arrives à rentrer dans un portefeuille diversifié chaque année de fonds de premier quartile, tu devrais être capable en année 10 de sortir un revenu complémentaire de 70 000 euros avant impôt. Sur 300 000 de capital. Sur 300 000 déployés sur 6 ans. Sur 6 ans, bien sûr. Ça ne fait que 13% de rendement. Si tu fais, pour ceux qui vont prendre leur calculette là, en écoutant, ils vont y aller sur Excel, ils vont déployer 300 000 sur 6 ans, et à partir de l'année 10, ils ont une perpétuité à 70 000 euros. Ça fait que 13% de rendement. Mais ce qui est fabuleux dans ce qu'on a évoqué là, c'est que j'ai enchaîné les millésimes et que j'ai construit un fonds de pension. Personnel. Personnel. Mais c'est ça. C'est quoi un fonds de capi? C'est quoi un système de retraite par capi? C'est ça. Les systèmes de retraite anglo-saxons qui sont C'est pas ça. Le moteur, c'est le PE. Sur le moteur PE, le MetLife, que pilotait Louis en private equity, notre CIO, construisait des engagements sur 6 ans et ensuite il réengageait les distributions. Et il servait des revenus complémentaires perpétuels. Attends, ça veut dire un point important. Quand on parle de revenus complémentaires perpétuels, ça veut dire que je peux les recevoir pour financer ma retraite et quand je décède, je peux les transmettre. Oui. Donc là, on est sur un sujet passionnant. On est au cœur du financement des retraites par capitalisation. C'est vrai. Donc là, on est sur un sujet d'actualité brûlant. Ça C'est veut dire que tu permets à un particulier de se faire Allemand. ce que la France n'a pas encore fait, parce que la France c'est un système qui n'est pas par capitalisation, non, qui est par répartition. qui est par répartition et qui peut s'essouffler si les paramètres de l'économie sont pas
bon. Surtout si les paramètres démographiques changent. Alors que là, je suis indépendant de ça parce que Je me suis pris en charge. je me suis pris en charge et j'ai constitué la même mécanique d'un fonds de pension qu'utilisent les Américains, les Anglais, etc. Et là, c'est révolutionnaire parce que ce qu'on a amené là, comme tu l'as très justement dit, c'est la construction d'un fonds de pension personnalisé. Tu as, par le biais d'Altaroc, été capable de prendre en charge le financement de ta retraite. Waouh. C'est fondamental. Non mais là, il y a un apport sociétal si tu veux. Hein. Clairement. J'ai cotisé pendant 40 ans. Ben oui. Qu'est-ce pendant que tu vas recevoir? Pas grand-chose. Mais je le sais. Ça, c'est toi, imagine-moi. Mais non, mais je vais te dire. Donc, on va tous devoir se prendre en charge. Je te rappelle que le financement des retraites, c'est un des plus gros poids de l'État dans son budget de fonctionnement. Donc, le financement de la retraite par capitalisation, c'est un sujet majeur. Nous, on le propose à des clients privés. Donc, la révolution qu'on apporte, c'est de mettre en place un outil performant, long. Performance étant long, c'est les attributs du private equity, pour financer les retraites de façon packagée. C'est un enjeu sociétal majeur. Clairement. Mais du coup, est-ce que, comparativement, donc on a dit 300 000 peut constituer un revenu complémentaire avant impôt de 60-70 000 selon les perfs, mais c'est statistique. Oui. Donc ça peut être même plus haut si on a bien choisi. Mettons 70 000 de perf, de revenus récurrents perpétuels pour 300 000 euros de tirés, c'est déjà phénoménal. C'est énorme. Mais c'est ce que font les instituts depuis 25 ans. Oui. Je t'ai dit une chose. Je t'ai dit que le premier quartile a livré 20% par an. Là, quand je te dis 70 et rapporté à 310 000, c'est sur une perf à 13. 13, oui, exactement. Ok, donc je t'ai pris la moyenne mondiale. Ce que je t'ai apporté en faisant ça, je t'ai permis d'investir comme un institut moyen. C'est déjà fabuleux. Oui. Et ça veut dire que si je compare ça à l'immobilier, parce que le Français moyen qui veut se faire une retraite, bien sûr, sans compter sur ce qu'il va collecter par l'État après, essaye de faire des investissements immobiliers. Totalement. Disant, je vais avoir des loyers. C'est quoi la comparaison? 300 000, si je calcule très bêtement. C'est quoi, Rassam? Attention, loyer moyen, net des frais d'entretien de l'immobilier. Je parle même pas de la fiscalité. 3%. C'est ça. Tu te rends compte de l'écart? Est-ce que tu te rends compte de l'écart? C'est-à-dire que si j'ai un studio avec 300 000 dans le 17e... Ouais. 9 000 euros. L'année. Ouais, contre 70. Mais le point que tu fais, Rassam, il est fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, le patrimoine long des Français, tu sais comment ils investissaient? En immobilier. C'est culturel. Depuis des centaines d'années, on investit son patrimoine long dans la pierre, qu'on peut en plus toucher et voir. Ok? La révolution que nous, on veut apporter au marché, c'est de se dire, mon parc immobilier, je vais en faire un autre à côté, c'est un parc private equity. Je vais me faire un parc private equity. On va remplacer le loyer de l'immobilier par un revenu récurrent perpétuel. C'est exactement le même raisonnement, sauf que nous, chez Altaroc, on construit le parc immobilier de private equity pour le client privé et on fait tout pour lui. C'est exactement ce que font les instituts. Oui. Ce que nous, on amène, c'est la capacité pour le client privé de se le construire. Et comment tu rends ça tangible? Est-ce que je sais quelles boîtes ont été investies, achetées par ces fonds-là dans mon millésime? Est-ce que j'ai un peu de reporting, pas comme les boîtes cotées, mais genre juste on a acheté telle boîte Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, petite mot d'histoire, tu me permets? Moi, j'étais patron d'un des très grands fonds français de private equity pendant 20 ans, que j'ai créé avec 2 grandes familles. Donc le monde du private equity institutionnel, j'en viens. Oui. Et mon associé a créé Apax Partners. Il est un des 3 cofondateurs mondiaux d'Apax. Donc on connaît bien ce monde institutionnel du private equity, on vient de là. Oui. Le monde institutionnel du private equity est très secret. Très feutré, on parle tout doucement. On dit pas grand-chose. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut pas que les concurrents connaissent les performances des sociétés, parce que c'est un monde, c'est un monde très 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 confidentiel. C'est l'inverse des marchés cotés. On cultive le secret dedans, quoi. On cultive le secret à tous égards. Ouais. Sur la performance, sur le reporting, etc. Alors, les instituts ont accès au reporting des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Nous, on a voulu, chez Altaroc, casser les codes. Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai une conviction. Évidemment que Rassem, ça l'intéresse de financer sa retraite par un système performant que l'État prendra pas en charge par le biais d'un système Altaroc. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir de quoi elle est faite, cette retraite. C'est quoi les briques fondamentales constitutives? Donc, on a pris un parti pris qui est de raconter tout ce qui se passe sur toutes les boîtes. C'est un travail colossal d'information. Si tu investis chez nous, sur ton téléphone portable, tu peux suivre la vie de toutes les sociétés, tu gamifies. de chaque gérant, complètement. Alors, gamifier, on a voulu que tu puisses toucher du doigt l'économie réelle que tu accompagnes, parce qu'en fait, il y a deux sources d'intérêt dans ce que tu fais avec nous. Évidemment, il y a la performance financière sur le long terme. Évidemment, il y a la moindre volatilité que sur les marchés cotés. Il y a aussi le sens. Il y a le sens, exactement. Et moi, je suis bluffé, tu sais quoi, de l'intérêt des clients pour le sens. Ils veulent savoir
Tu m'as dit, Fred, que tu allais accompagner des fonds très performants sur les éditeurs de logiciels. Qu'est-ce qu'elles font, ces boîtes? Raconte-nous. Donc, on a une équipe de 12 personnes au contenu. Ah ouais? 12 personnes contenu marketing qui passent leur vie à interviewer les gérants qu'on accompagne, Ah, stylé. interviewer les sociétés sous-jacentes qu'ils accompagnent pour que Racem comprenne où il a mis son capital. Évidemment qu'on va parler de perf, évidemment qu'on va faire des reportings trimestriels de qualité instit, avec le niveau de granularité que tu veux. Mais on est allé plus loin, Racem. On t'a permis de comprendre, Ouais. cette boîte, elle fait quoi? Dans un millésime, tu as 300 sociétés. Millésime Alteroc, Ah ouais. 300 sociétés. Donc, c'est bien diversifié. Tu as 45% de boîtes US, 45% de boîtes européennes, 10% Asie-Israël. Tu as 4 secteurs de prédilection. Éditeur de logiciels sur le cloud en SaaS abonnement, services de santé, services B2B et ce qu'on appelle place de marché digital pour les clients privés. Du Amazon, Airbnb, Netflix. Tu en as 300 par millésime. T'imagines, tu as fait 10 millésimes, tu en as 3000. Je te raconte tout sur elle. Tu peux pas par contre avoir des... Tu peux pas avoir zéro veto. Si c'est une société d'armement... Ah si, attends, on mélange les sujets. Nous, on a une politique sur l'ESG. On est article 8. Donc, on choisit que des gérants article 8. Ok. C'est-à-dire qu'on investit que chez des gérants qui se sont engagés aux plus hauts critères éthiques, sociétaux et gouvernance. Donc, si tu veux, on est très, très engagé sur l'ESG. On fait un reporting ESG de dingue. Et on impose aux fonds dans lesquels on investit de s'améliorer sur ce parcours de ESG. Donc, on est très... Tu parles de sens, on fait très attention à ce qu'on fait. Ouais. Aucun fonds chez lesquels on investit n'investit dans l'armement. Alors après, on peut en reparler parce que le monde de l'armement, il a changé de couleur depuis 3-4 ans. Il y a de la tech maintenant dans l'armement. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Non, Mais maintenant il y a software, du je crois. sens. Maintenant il y a du sens. Mais on n'est pas, Ok. on n'est pas dans, quand tu regardes nos secteurs, on n'est pas dans l'armement. Oui, oui, oui. C'est On vrai. a choisi des fonds investis sur des secteurs acycliques, Oui. pérennes, dont la porteuse de croissance est bien orientée et qui, ça nous aide parce que ça veut dire qu'en fait, on n'est pas tellement exposé aux enjeux cycliques. Notre portefeuille n'est pas imposé, enfin notre portefeuille n'est pas soumis aux aléas de la volonté politique de tel gouvernement américain. C'est vrai. Voilà. Et la question qu'on se pose avec Anthony, c'est comment toi, tu arrives à avoir accès à ces fonds-là, qui sont, pour certaines raisons, refusent beaucoup de monde, alors qu'on pourrait se dire, Ouais. pourquoi ils n'acceptent pas tout le monde et ils prennent 2 fois plus d'argent? Ouais. Et 2, comment toi, tu les choisis pour se dire, OK, c'est des mecs qui peuvent rester en première ligue le plus longtemps possible, selon moi, Frédéric. Ok, donc il y a 2 points dans ta question. Ouais, il y a 2 sens. Comment tu as choisi et comment toi, tu les choisis? Bon, alors je vais peut-être commencer par comment moi je l'ai choisi. Ouais. Et après, on verra pourquoi ils me choisissent. Alors, comment moi je l'ai choisi? Alors, il y a encore un point qu'on n'a pas fait. Dans le monde des fonds privés, tu as des fonds de dette, tu as des fonds d'immobilier, tu as des fonds d'impact, tu as des fonds d'infra. On n'est pas là-dedans, nous. Oui. On est dans des fonds de capital investissement, private equity. Donc, nous, on a des critères quanti et des critères quali. OK. Je commence par le quanti. On a 5 critères quanti. 1, longévité. On veut des gérants qui ont au moins 20 ans d'histoire. Je n'investis pas chez un gérant qui n'a pas 20 ans d'histoire. Pourquoi? Parce que le private equity, évidemment, c'est un métier financier, Racem, mais c'est aussi un métier de compagnonnage. C'est un métier où il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise et s'améliorer avec le temps et avoir beaucoup d'heures de vol pour être bon. Donc, on veut voir comment, sur les 20 ans passés, un gérant a performé. Tu me dis, il y a un super gérant qui a 50 tracks, je regarde même pas. Donc, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à des gérants qui n'ont pas au moins fait 5 millésimes réussis. 20 ans d'histoire minimum. On veut voir comment les gérants, d'abord, ont traversé des crises économiques très sévères. Ouais. Comment ils ont traversé la crise de la bulle Internet en 2001 CAC moins 50, tu te souviens? Comment ils ont traversé la crise de Lehman CAC moins 50 en 2008. Comment ils ont traversé la crise du Covid CAC moins 50 en 2019. Comment ils ont amélioré leur process, leur culture, leur gouvernance, leur savoir-faire sur 20 ans. Et surtout, pourquoi on regarde 20 ans? Parce qu'il y a un élément très important. Un très bon fonds qui a 20 ans d'histoire, il aura fait une chose qu'un fonds de 10 ans d'histoire n'a pas fait. Il aura une passation de témoins entre les fondateurs. Les fondateurs du fonds ont passé la main aux générations nouvelles. Et ça, c'est un facteur de risque majeur chez un gérant. Comment les fondateurs ont passé la main aux générations futures, ou pas d'ailleurs, Parce que si c'est une star qui a fait tout, et qui est encore là, et qui, le jour où elle part, on ne sait pas si ça va performer aussi bien. il ne faut pas investir. Donc 20 ans de track, c'est un incontournable. C'est beaucoup de retenue, ça, hein, de se retenir T'as de... même pas idée. Je vais te montrer tous nos critères, tu vas voir combien il en reste. Ok. Ensuite, on a un critère de perf. On n'investit pas chez un gérant s'il a fait un millésime en moins de 15% de retour sur les 20 ans passés. Donc là, on met la barre très très haut. Et enfin, donc, on n'investit pas chez un gérant qui a fait un seul millésime sur les 20 ans passés à moins de 15% de rendement, donc sur le haut de la Ligue 2. Waouh, ok. Pire millésime. Et enfin,
En termes de taille, on n'investit pas chez les petits gérants. Donc, un gérant qui lève moins d'1 milliard, on n'investit pas chez lui ou chez elle. Pourquoi? Parce qu'en général, un fonds de 500 millions, il y en a des très très bons, il va être très dépendant de un ou deux partenaires stars. Si le partenaire star s'en va, le fonds est par terre. Donc, on ne veut pas prendre ce risque d'équipe, si tu veux. Alors que s'il est très gros, il y a plusieurs partenaires qui ont performé. C'est très dilué. C'est une équipe. Exact. C'est une firme. Ouais. J'accompagne des très bons partenaires dans une grande firme et moi, ça me rassure. Donc, 3 critères quanti déjà. Longévité, performance, taille critique. J'en rajoute 2. Géographie et secteur. Donc, sur les secteurs, nous, on a une conviction chez Altharock. Le monde du private equity est devenu ultra compétitif. Les fonds généralistes n'arriveront plus à battre le marché du private equity. Donc, nous, on a décidé que nous n'accompagnerions que ce qu'on appelle des fonds verticaux. C'est-à-dire des fonds qui se spécialisent sur un ou deux segments de marché qui sont aussi forts que des industriels. Donc, on n'accompagne que des fonds industriels, enfin des fonds verticaux. Verticaux, ouais. Et on a choisi 4 verticales qui nous plaisent à l'exclusion de toutes les autres. C'est quoi? Les éditeurs de logiciels sur le cloud en SaaS, les services de santé, les services aux entreprises et ce qu'on appelle les places de marché digital B2C. Le reste, on n'investit pas. Donc, l'EPE, c'est investir à 10 ans. Oui. Les effets de mode, c'est pour les marchés cotés, ça. Ça n'a pas de sens dans le private equity. Donc, pas d'industrie, pas de commodities, pas d'énergie, pas de banque. Donc, on est ultra discipliné que des fonds sur ces 4 verticales et sur les géographies. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'être vertical. Moi, je suis un fonds généraliste. Je couvre 25 secteurs de l'industrie. Tout d'un coup, il y a une boîte de logiciels qui est mise sur le marché. Elle fait 50 millions d'EBITDA. Il y a 15 fonds qui connaissent la boîte depuis 10 ans mieux que moi, spécialisés du secteur. Ils ont rencontré les managements, ils ont rencontré les concurrents, ils l'ont diligenté de A à Z. Ils ont parfois investi chez les concurrents. Est-ce que tu penses que j'ai une chance de gagner? Ils connaissent les défauts de cette boîte, ils savent la pricer mieux que moi, et ils connaissent les forces de cette boîte. Je peux même pas juger quel est le prix, en fait, le meilleur prix. Je peux juger, mais c'est difficile. Oui. Je vais être en concurrence avec des fonds spécialisés. Oui. Et ils savent surtout une chose très précieuse, quels sont les groupes industriels qui un jour l'achèteront. Ouais. Donc aujourd'hui, notre conviction à nous, c'est que le monde du private equity est devenu super compétitif, d'où, si tu veux, notre décision de n'accompagner que les meilleurs fonds verticaux. Alors qu'avant, tu pouvais faire des affaires parce que le fondateur n'était même pas au courant que c'est un mauvais prix qu'il est en train de vendre. Il y avait un décalage d'information. C'est un beau terme. Qui sur les marchés cotés n'existe plus. Attends. Il y a une autre question que tu ne m'as pas posée. Oui. Pourquoi le marché du private equity n'est pas arbitré? Ça Sur les marchés cotés, Oui. tu fais 7% de rendement en moyenne, ce qui est une super perf quand l'inflation est à 2,5. Mais c'est dur de battre le marché, t'es d'accord? C'est très dur de battre. Il n'y a pas beaucoup de fonds cotés qui battent les marchés tous les ans, même de 100 points de base, de 1% par an. Le marché coté, on dit qu'il est très arbitré. D'où le SP500, c'est le plus safe peut-être, et tu vas pas d'où le battre. l'explosion des fonds indiciels, Oui, qui des sont indices. très bas coûteux en frais, très peu coûteux en frais, des indices. Mais dans le private equity, tu as un truc de dingue. La Ligue 1 fait en moyenne 20%, quand la Ligue 2 fait en moyenne 13%. Tu as 700 points de base depuis 20 ans. Pourquoi? Wow. Pourquoi? Grâce au délit d'initié permanent du private equity. C'est un marché de pros dans lequel la différence de performance vient de la différence d'information. Quand je suis un fonds spécialisé sur le logiciel, et que non seulement je suis spécialisé en logiciel, mais je suis spécialisé en logiciel de paye, j'ai diligenté les 25 acteurs du secteur. Par cœur. Tous! Et les CEO, je les connais par cœur. Tous! Ouais. Et les industriels capables de me racheter tous! Ouais. Et j'en ai acheté 4 avant! Et j'en ai 3 en portefeuille! Comment un fonds généraliste peut me battre? Il peut pas! Ouais. C'est fou parce que moi, je l'ai expérimenté. Il y a un fonds growth que j'ai rencontré par hasard. Ouais. Et en fait, par rapport à des fonds spécialisés qui sont venus me voir, généralistes qui sont venus me voir, c'était incroyable. Le mec savait qu'est-ce que je devais acheter comme boîte, à qui je pouvais le vendre. Et il a déjà bossé avec les gens avec qui je pouvais vendre. Et il connaissait humainement tous les mecs à qui je pouvais vendre et ce qu'ils attendaient comme actif final qu'ils voulaient acheter à la sortie. Tu vois, donc il y a encore un autre élément dont on n'a pas parlé. Ouais. Quand tu parles à ces gars-là, toi, tu es un entrepreneur, tu es à la tête de ta boîte. Tu as très bien réussi, tu es en hyper croissance. Tu veux la faire grandir pendant 5 ans. Avec qui tu veux t'associer? Avec un fonds généraliste ou avec un spécialiste qui peut t'aider à devenir mondial sur ta verticale d'expertise? Le généraliste, tu vas passer beaucoup de temps à lui expliquer, à l'éduquer. C'est ça. Alors que de l'autre côté, tes boards, tes meetings avec lui seront hyper efficaces. C'est lui qui va t'apprendre des choses sur ton marché et qui va te dire cette année, il faut moins croître mais faire de l'EBITDA parce que c'est ça qui va nous... C'est sûr, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, le monde gagnant du private equity, c'est ce monde des fonds verticaux. Donc nous, on a un parti pris, on n'accompagne que des fonds verticaux dans nos verticales de choix. Puis après, on a les géographies. On te rappelle la question, c'est nos choix. Oui. On veut être 45% US, 45% Europe, 10% Asie, reste du monde. Pourquoi les US? Parce que c'est là que le meilleur du private equity se trouve. C'est là où le marché est le plus profond.
celle où l'expertise est la plus grande, il y a 5 à 7% d'écart entre un très bon fonds US et un très bon fonds européen de la même ligue. Quand j'ai appliqué tous mes critères de beauté, taille critique, longévité, performance, secteur de prédilection, géographie, il me reste 20 gérants qui me bluffent et qui m'enthousiasment chaque année. 20 gérants. Je vais aller camper chez eux. Oui. Je vais rencontrer les 15 partners stars. Je vais rencontrer les 10 CEO qu'ils ont accompagnés et je vais parler aux 15 plus grands instituts qui les financent. Et je vais essayer de me faire une conviction RACEM. Quelle est leur recette? Pourquoi ont-ils performé comme ils ont performé? Est-ce que c'est des sujets de sourcing, de stratégie, de capacité de transformation industrielle, de qualité des équipes? Qu'est-ce qui fait leur facteur de succès? Et est-ce que je pense que c'est repeatable ou pas? Donc on va essayer d'en choisir 6 parmi les 20. Tu vois un peu le tamis? Alors après, il y a une part de jugement là-dedans. C'est pas une garantie. Je peux pas écrire que c'est les 6 meilleurs du monde. Si les 6 meilleurs du monde d'après Altaroc. Ça, c'est vrai. Ok. Un point important que j'ai oublié. Maurice et moi, on investit chaque année à titre perso dans nos fonds, à nous deux, 33 millions. Vous êtes exposé de ouf. On a mis tout sur la table. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on ne sait pas faire mieux avec nos capitaux. Et deuxièmement, parce qu'on a aussi voulu envoyer un signal Skin aux in the futurs game. clients, skin in the game, qui est la clé de la perf en private equity. On est, C'est vrai. et on ne choisit pas les fonds RACEM. On a dit on prend 33 millions par an tous les ans. Donc c'est très important comme engagement. C'est aussi un facteur de réassurance important. Maurice et moi, on vient de l'industrie. On a créé des très grands fonds, on a piloté des très grands fonds, on a une très belle image dans le monde institutionnel. Et en plus, on met des capitaux très importants à titre personnel pour créer la confiance qui est clé sur la durée. Si je passe par des Rothschild, des compagnies, pour ne pas les nommer, mais les marques connues, est-ce que j'ai accès aux mêmes fonds? Pas du tout. Cette notion, elle est importante parce qu'ils sont pas aussi parce qu'ils sont pas indépendants, c'est ça? Je vais expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, les banques privées proposent un peu de private equity. Pas rien, mais un peu. Qu'est-ce qu'elles proposent, les banques privées? Elles te proposent ce qu'on appelle un feeder. Donc, je suis une grande banque privée. Souviens-toi que le ticket d'entrée est à 30 millions. Très peu de gens sont capables de mettre 30 millions. Donc, la banque va réserver chez un fonds une enveloppe de 30 et elle va dire à ses clients, venez à 300. 300 fois 100 000, ça fait 30 millions. Elle va essayer de collecter 300 clients à 100 000. Oui. Donc, elle va proposer 1 ou 2 fois par an un feeder. Moi, je ne veux pas vendre un feeder. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'investir en private equity. Je veux vendre un portefeuille clé en main. Je veux aussi que mon expérience, l'expérience du client soit totalement digitale. Je veux transmettre beaucoup d'informations, beaucoup de data, beaucoup de services, la capacité de faire plein de millésimes les uns après les autres. Là, on n'a pas le temps dans l'émission d'expliquer comment tu peux combiner les millésimes. Donc, moi, je vais apporter 60 ans d'innovation instinct à des clients privés. Alors aujourd'hui, certaines banques vendent un tout petit peu de private equity. Mais tu as un autre sujet. Leurs banquiers ne sont pas encore totalement familiers de la classe d'actifs. Oui. L'accès est restreint. Donc, nous, on a essayé d'apporter... J'ai pas dit que les banques ne proposent rien. Ce serait faux de dire ça. Non, ce que je veux dire, c'est que le premier quartile, est-ce que j'y ai accès via... Non. Mais pourquoi? Parce qu'il me faut 4 ans de travail pour rentrer chez un fonds premier quartile. Ok. Parce que j'ai 5 personnes qui sont sur la route toute la journée pour draguer ces fonds. Aujourd'hui, les banques privées n'ont pas encore totalement décidé de mettre le private equity au centre du jeu. Nous, c'est notre seul jeu. Et comment tu rentres dans ces très beaux fonds champions? Alors, je vais te dire, il y a plusieurs choses. D'abord, au début, j'ai été mendier, ma place. Maurice et moi, on est connus dans l'industrie, connus et respectés. Donc, ça m'a permis de dialoguer avec eux. Au moins, ils te reçoivent. Absolument, ils nous reçoivent. Alors, on va bien expliquer, c'est des fonds qui sont sursouscrits. C'est des fonds qui n'ont pas besoin d'argent. Ils disent non à la moitié de leurs clients potentiels, d'accord? Pourquoi ils nous prennent, nous? Pourquoi ils ne lèvent pas plus d'abord? Parce qu'ils ne peuvent pas déployer. Je peux prendre un exemple, vin, j'adore. J'aime bien le vin. Romanée Conti, j'adore. Je veux, demain matin, me faire un grand kiff. Ouais. Je veux m'acheter 300 bouteilles de Romanée Conti. C'est pas possible. Les pépites sont Non, elles sont en quantité limitée. Ouais. Donc tu vas aller chez des cavistes, tu vas acheter bouteille par bouteille. Et si tu n'es pas client historique de la Romanée Conti, tu l'auras pas. Et si tu n'es pas client historique du caviste, tu l'auras pas. Pourquoi? Parce que les pieds de vigne de Romanée Conti sont limités. Et donc ils choisissent leurs clients. Ils vendent de la rareté. Le gérant d'exception de private equity, il a un problème. Il n'y a pas assez de boîtes d'exception. Il le sait. Il le sait, donc il peut déployer 2 milliards en 5 ans, il ne peut pas déployer 5 milliards. Il n'y a pas assez d'objets fabuleux, d'accord? Donc il choisit ses clients. Donc historiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Un fonds de 2 milliards, typiquement, historiquement, il avait 40 clients à 50 millions. Il prenait personne en dessous de 30 et il adorait les clients à 200 millions. L'industrie a choisi ce mode de fonctionnement. En plus, il y avait des contraintes réglementaires où le régulateur rendait la... C'était un marché de pros, d'accord?
Donc c'est une petite coterie, un petit monde d'instit dans le monde, hein, un petit monde. Donc pourquoi ils nous prennent? Eh bien moi, j'ai dit à ces fonds il y a 4 ans, écoutez, vous êtes sursouscrits par des institutionnels, mais ces institutionnels mettent de plus en plus de pression sur vous, Oui. sur les contraintes, sur les frais. Ils vont faire baisser vos frais. Il y a tout un univers que vous n'avez pas été chercher, c'est les clients privés. Ces clients privés, il y en a beaucoup plus en nombre et en valeur que de clients instit. Vous n'avez pas les forces de vente pour aller les chercher. Vous n'avez pas la techno pour les traiter. Vous n'avez pas les agréments pour aller les chercher. Ça n'a jamais été votre préoccupation. Je vais vous les amener en masse. Je vais être le tuyau du dernier mile. Je vais vous amener 1000, 10 000, 100 000, 1 million de clients privés. Vous les verrez jamais. C'est moi qui fais la souscription. Je vais vous amener une stratégie de diversification de votre structure de financement. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoute Fred, bon, Maurice et toi, vous êtes très crédibles. Ça nous intéresse à une seule condition. Si tu nous amènes des tickets minimum de 20 ou 30 millions, voire 40 millions pour commencer. Et si demain, ton 20 ou 30 du fonds 1 chez toi devient 100 dans le fonds 2 chez nous? Il y avait un sujet de scale, d'échelle. Si je leur amène des clients pour 2 millions, ça les intéresse pas. Donc je leur ai promis que notre engagement à Maurice et moi, c'était de bâtir une machine de guerre, qu'allait aller chercher des dizaines de milliers de clients privés. Et les premiers fonds m'ont fait confiance en disant, écoute Fred, je te donne une alloc. Voilà une alloc, fais-en le meilleur usage. Joue avec et on veut que ça soit élargi. Tout à fait. Dans les 5 ans à venir, quoi. Donc le premier millésime, le premier fonds, je l'ai levé en 8 semaines, 200 millions. Ah ouais. Et on est, en 3 ans et demi, à 1,6 milliard. Donc si tu veux, j'ai rempli ma promesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse ces gérants? Et on est déjà rentré chez les 20 meilleurs gérants mondiaux. Ceux que tu souhaitais, tu les as cochés? Tous. C'est beau. Tous. Et tu sais quoi aujourd'hui? Ils nous appellent. On a inversé la donne, si tu me permets. Pourquoi? Parce que ces gérants de fonds de private equity se rendent compte de l'intérêt du retail. Le retail, je dis pas qu'ils le méprisaient, ils le considéraient pas. Ils n'en avaient pas besoin. C'était loin de ça. Très loin de ça. Et aujourd'hui, nous, on essaye de leur amener l'accès industriel au retail en one-stop shop. On fait tout pour eux. Oui. En fait, on est un instit qui cache derrière lui des centaines de milliers de retail investors. Mais le retail paye mieux. C'est pour ça qu'il les intéresse aussi, non? Non, le retail paye pas mieux. C'est que nous, quand on rentre chez ces fonds, on paye des parts instit. Donc, par contre, on paye le même prix que les plus grands instits. Ok. Par contre, là, tu soulèves un autre point. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que si tu veux faire du private equity pour les clients privés à échelle industrielle, c'est très compliqué. Tu sais pourquoi? D'abord, il faut expliquer. Ensuite, il faut reporter. Ensuite, toi, tu es habitué, Rassem, à cliquer sur Amazon et acheter. Vas-y en private equity. Dans le fonds que j'ai géré pendant 20 ans, chaque fonds faisait 1 milliard. Pour onboarder un investisseur, pour le faire venir à bord, ça me prenait 4 à 5 mois. Toi, client privé, tu n'acceptes pas ça. Tu es habitué à Amazon 2 minutes. Immédiate. Ok, donc on a changé tout le processus de souscription. On a réinventé le middle, le back, le front du private equity pour créer une expérience client digitale de A à Z. Avec les exigences d'aujourd'hui qu'on a. On met 10 millions d'euros de CAPEX par an dans nos usines digitales, juste pour être capable de servir les distributeurs, les clients et les fonds. Ça, c'est tous tes développeurs, tes ingénieurs, etc. On a 23 personnes à la technologie. D'abord, avant de parler de comment ça fonctionne chez Altarock, dire que si moi je suis particulier pour accéder, il y a un moyen d'accéder à cette classe d'actifs chez toi, c'est via Climb, qui est une boîte d'optimisation de patrimoine pour les particuliers, Oui. d'un pote commun à nous, qui est Aldric. Et donc ceux qui veulent s'intéresser, qui veulent vraiment placer 100 000 minimum et 20 000 par an, ce que tu as dit, peuvent passer par Au plus. Au plus. Avec 300 000, on a vu que ça fait déjà une bonne retraite. Bonne retraite. Il y a un lien en description qu'on va mettre pour accéder à Climb. Et donc, est-ce que ça coûte plus cher alors que bon, on n'a pas... C'est une question très pratique, regarde. Ouais. Moi, je vais construire un portefeuille de qualité institutionnelle chaque année. Oui. Donc, je construis un portefeuille de top qualité. MetLife et moi, c'est de la même qualité. Maintenant, par contre, pour faire ce portefeuille, j'ai pratiquement 100 personnes pour le faire. Qu'est-ce que font les gens chez nous? Alors, il y a une équipe qui choisit les gérants. Diligence, 6 personnes. Ok. Il y a une équipe qui fait du reporting, 5 personnes. Il y a une équipe qui produit des contenus, 12 personnes. Il y a une équipe de commerciaux qui évangélise le marché, 14 personnes. Il y a un service client, 8 personnes. Ah ouais, on peut téléphoner pour avoir le service client, quoi. Les conseillers de gestion de patrimoine nous appellent 3000 fois par mois. J'ai 3000 appels entrants par mois. Des questions de leurs clients. Bien sûr, j'ai 150 appels par jour. Faut les servir. Climb t'appelle beaucoup? Et il nous appelle tous les jours. Souvent, le conseiller en gestion de patrimoine nous appelle quand il est en face d'un client pour nous poser des questions techniques, en dépit du fait qu'on l'ait formé. On n'a pas pu le former à tout.
On a un service souscription, 8 personnes, qui accompagnent le CGP, le banquier privé, le multifamily office, dans les détails techniques de la souscription. 8 personnes. J'ai une équipe conformité de 4 personnes. J'ai une équipe technologique de 23 personnes. J'ai une équipe distribution internationale de 8 personnes. Donc, le private equity, pour le faire de qualité industrielle, ça coûte cher. Grosso modo, si je simplifie, on facture à peu près 2% par an. Ça coûte au client privé, ça dépend de la taille de son ticket. Ça dépend s'il met 100 000 ou s'il met 10 millions. En moyenne, ça coûte 2%. Tout ce qu'on fait va gréver la performance d'un coût de 2% par an. Maintenant, aujourd'hui, nous, on dépense à peu près 25 millions par an pour piloter Altaroc. C'est colossal. Pour faire de la qualité industrielle, pour que toi, tu aies un portefeuille de la qualité de MetLife, accessible, suivable sur ton portable, ça me coûte 25 millions par an de coûts de fonctionnement. Ouais, avec toutes les personnes dont tu as cité. Ça veut dire que si je fais 15%, ça revient à 13 parce qu'il y a tes deux. Alors, c'est pas exactement linéaire, Azem, c'est pas exactement linéaire, mais ça va te permettre, si je fais simple, avec les frais du système, ça te permettra de faire au moins 13% par an. Tu feras mieux que la performance moyenne mondiale du private equity en dépit des frais du système. Net de frais. Net de frais, alors que sans nous, tu ne pouvais pas y accéder. Oui, clairement. Voilà. Moi, je gérais un gros fonds de private equity avant. Mon ticket moyen, c'était 40 millions. Et justement, là, c'est quoi le ticket moyen? 135 000 euros. Ah, intéressant. Tu te rends compte la différence? Il me fallait 2 rendez-vous pour convaincre un client à 40 millions et je pouvais le processer en 6 mois. Là, mon ticket moyen, 135 000 euros. Et tu dois le faire immédiatement, quoi. Je dois le processer instantanément, donc il faut une tech dont j'avais pas besoin avant. Mon client, paradoxalement, le client privé, est beaucoup plus exigeant que le client instit sur le reporting parce qu'il est à la quête de sens. Le client instit, ce qu'il veut, c'est la perf. Oui. Il veut savoir est-ce que tu as fait 20.8 ou 21.2, qui est la frontière du premier quartile. C'est très important pour lui. Le client privé, je dis pas que c'est pas important, c'est pas fondamental. Par contre, il veut savoir où tu as investi. Tu lui avais dit que tu allais investir dans des softwares aux États-Unis. Elles sont où les boîtes? Elles font quoi les boîtes? C'est quoi la perte des boîtes? Je veux les comprendre, je veux les toucher du doigt. Et tes investisseurs, c'est quoi leur patrimoine moyen? Tu le sais, ça? Oui, on sait tout. On sait tout parce que n'oublie pas, on a des grosses contraintes réglementaires. Oui, KYC. On a des KYC très exigeants, donc je sais tout sur chaque client. Ok. Mais paradoxalement, c'est très vaste. On a des clients qui ont un patrimoine de 1 million et on a des clients qui ont un patrimoine de 5 milliards. Mais celui qui met 135 000 en moyenne, donc ça c'est la moyenne, il a un patrimoine de combien en moyenne? Et je pas que je veux pas répondre. Beaucoup de clients fortunés ont mis 150 000 euros chez nous pour voir. Tu sais pourquoi? En se disant, en fait, on veut aller en PE, mais on n'a jamais fait de PE. On va mettre un pied dans l'eau. Ils mettent un doigt de pied, quoi. Et on va regarder si ça nous intéresse ou pas. Wow. Et donc, tout l'enjeu chez nous, c'est de leur reparler par leur CGP, leur multi-FO. Les clients de Climb, les clients d'Aldric, ils ont commencé il y a 3 ans avec nous. Et ils viennent aux présentations qu'on fait en disant « On a vraiment aimé le fond 2. Et on a fait le 3. Ben, on va faire le 4. » Donc, on est aussi dans cet enjeu d'éducation d'un marché qui commence à s'équiper. Tesla, il y a 15 ans, les gens n'y croyaient pas. Il y aurait des chargeurs de batterie, la voiture fonctionnerait telle. Donc, tu avais les early adopters. Et même les early adopters, très fortunés, ils mettent un doigt dans l'eau pour voir. Ça veut dire que tes clients... On a une réserve de puissance énorme. Tu as une marge de progression énorme. Dans leur patrimoine. C'est un client de 10 millions a mis. Mais ça me choque qu'un client de 10 millions n'a mis que 100 000 via toi pour la première fois, il est rentré dans le marché. Non, parce que moi je lui dis tu devrais mettre 15% de ton patrimoine en private equity, c'est 1,5 million. Il dit oui, mais pas tout de suite. Non, il va le faire avec le temps. Ça me choque qu'il l'ait pas fait avant ton existence, alors qu'il a déjà 10 millions. Mais non, tu sais pourquoi? Donc tu as 10 millions. Oui. Tu voulais mettre 10% en private equity, donc tu voulais mettre 1 million en private equity. Oui. Tu voulais le lisser sur 5 millésimes, 200 000 euros par an. Tu fais quoi? Tu peux pas jouer. Tu passes par les feeders de Rothschild. Et là-bas, le ticket d'entrée était plus que 200 000 de toute façon. Donc, tu n'arrivais pas à le faire. Ouais. On a apporté un moyen industriel pour qu'un client privé puisse se bâtir pour 100 000 un portefeuille. Déjà, je te rappelle les maths. La plupart des feeders bancaires sont à 250 000. Pour 250 000, tu avais au mieux un fonds par an. Nous, pour 100 000, tu as 7 fonds. Oui. Donc, tu as une diversification par construction qui est beaucoup plus aboutie. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on a tout de suite raisonné, on veut bâtir des solutions patrimoniales. Ça ne m'intéresse pas. Parfois, les gens me disent, je voudrais un feeder dans ce fonds-là. On ne le vend pas. Moi, je te vends un portefeuille. Et je pense que te donner accès à simplement un gérant, c'est risqué. Oui. Je ne veux pas le faire. Je veux que tu mutualises ton risque. Parce qu'il y a du risque en private equity. Bien sûr. Et donc, il faut le mutualiser.
Il faut pas être sur un gérant. Il faut être sur 7 gérants. Et il faut pas être sur un seul millésime. Il faut être en multi-millésime. La durée est très importante chez toi parce que moi, je vends un service qui a pas besoin de... Tu vas pas utiliser pendant 30 ans forcément. Tu vas peut-être arrêter ta boîte au bout de 5 ans. Alors que moi, oui. Alors que toi, moi, c'est le principe un minima même. dans 10 ans. Ah oui, donc pourquoi c'est important qu'on soit à 70 personnes et plus? Parce qu'on Masse envoie un critique. message au marché qu'on a la masse critique. Hmm. Pourquoi on a voulu envoyer un signal de qualité? Parce qu'on envoie un signal que dans la durée, on est permanent. Yes. Et donc, je rappelle, pour accéder, donc Altavox ne se distribue pas directement Non. aux particuliers. Donc, si moi, je veux souscrire, je passe par Climb, qui est une société tech qui est aussi très facile d'usage, etc., Oui. qui a un partenariat avec toi, Oui. qui est directement branché à tes produits. Et donc, je passe par Climb, KYC, la souscription, etc. Et à travers ça, je peux mettre... Climb en 3 minutes. Ouais. Si ton client ou ton auditeur est une personne physique, en moins de 3 minutes, il va s'onboarder chez Climb. Oui. Si c'est une personne morale et qui va investir pour sa holding, 5 minutes. Et le support client, c'est Climb qui le fait. Donc, Il fait tout. si j'ai des questions... Climb fait tout. Climb répond à tes questions techniques, pratiques, structurelles, fiscales, patrimoniales, successorales. Oui. Nous, on est fabricant. Climb est distributeur à valeur ajoutée. Oui, et l'application que j'utilise pour la partie storytelling des boîtes, etc., sur laquelle j'investis, Notre site, elle est chez nous. elle est chez toi. J'ai un login Altaroc, j'imagine. Ou... T'as tout chez nous. T'as un espace investisseur chez nous Ah, ok. et t'as tout accès chez nous. Parfait. Le jour où t'as investi, t'as ton propre espace investisseur et t'as accès à toute notre information, toutes nos bases de données, toutes nos datas. Parfait. Pour finir, je veux juste parler un dernier sujet, c'est les entrepreneurs, parce que là, on a parlé du point de vue d'investisseur dans le marché LBO et private equity. Les entrepreneurs, je trouve ça fascinant en France. Le manque d'éducation est le même. C'est-à-dire que dans les acteurs tech que je connais moi, les fondateurs, on est très biberonnés à lever des fonds chez les VC jusqu'à IPO. Et en fait, à chaque fois que tu parles avec un investisseur, il va te dire c'est quoi ta sortie? Est-ce que tu vas être coté ou est-ce que tu vas être acheté par qui? Et en fait, on n'a jamais cette éducation de oui, mais si on devient rentable, bah en fait, on n'a plus besoin de toutes ces sorties incertaines. En fait, on devient rentable, on peut faire un MBO même, on peut racheter des parts de notre boîte via la dette. Et ce sujet de LBO, MBO, il est hyper mal connu des entrepreneurs tech. C'est pas du tout dans notre éducation, ni d'école, ni de contenu qu'on consomme pour la partie tech, etc. Alors que je trouve ça fascinant. Si tu fais de l'EBITDA, alors parce qu'on fait pas d'EBITDA, hein, c'est pour ça, mais si tu arrives à faire de l'EBITDA, donc la marge et donc t'es positif, t'es rentable, il y a un monde qui s'ouvre à toi et la plupart des fortunes entrepreneuriales françaises se construisent maintenant. Il faut le dire, les entrepreneurs qui deviennent fortunés le deviennent la majorité via les LBO et pas du tout via les acquisitions stratégiques ou les IPO encore moins. Oui, mais tu te rends compte qu'il y a 30 ans, le monde du private equity naissait en Europe. L'usage du private equity par les entrepreneurs, avec toute la chaîne de valeur, il a 20 ans d'histoire. Ouais. Donc c'est normal, c'est très peu 20 ans. Mais VC, c'est encore plus petit. Oui, mais c'est encore plus jeune. Donc nous, attention, c'est là que les gens ne réalisent pas. L'usage du private equity est nouveau dans les structures de financement. Le marché grandit, l'usage est nouveau, les instituts se sont appropriés, les entrepreneurs commencent à s'y accoutumer, et nous, on l'apporte aux clients privés. On fait vite, là. Oui. Mais t'as raison, on fait vite. Mais le VC est beaucoup plus récent. Je pense qu'on est dans un micro-monde, nous, dans une niche, dans une bulle. Et en fait, on sort pas de cette bulle alors que les entrepreneurs traditionnels le savent plus ou moins que... Mais là, tu soulèves un autre point, Razem, c'est que les fonds de growth en Europe, c'est nouveau. Oui. Donc le venture en Europe, ça a 30 ans d'histoire. Le growth, c'est entre le growth, c'est un secteur nouveau qui est quelque part logé entre le venture et le buyout. Oui. Donc aujourd'hui, il y a 10 ans, tu avais une très belle boîte qui faisait 40-50 millions de chiffre d'affaires en hyper-croissance. Il y avait très peu de gens pour te financer en minot. T'as raison. Très peu. C'est nouveau. Le growth equity, ça a 60 ans d'histoire en Europe, 10 ans, pardon, aux US, 10 ans en Europe. T'as raison. Donc même ce produit-là, il est nouveau pour les entrepreneurs et pour les instituts, et on est en train de l'amener aux clients privés. Mais sans vouloir l'expliquer, mais la dernière fois, je parlais avec un entrepreneur traditionnel dans le diamant, qu'on va peut-être inviter d'ailleurs, il est fascinant. En fait, il fait quelques millions d'EBITDA, on va dire. Et donc, il ressort ça en dividende. Et en fait, je lui ai expliqué qu'il pouvait racheter Bien sûr. à lui-même sa boîte. Faire une recap. Via la dette. Et Bien donc, sûr. il était en mode, mais déjà, mathématiquement, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est du montage, etc. Et il était en mode, what the fuck, genre, je peux me racheter à moi-même. Donc, Bien sûr. je sors, si la boîte, elle vaut 20, je me paye 20 millions à moi-même. Et en fait, c'est la dette qui finance ça. Bien sûr. Et derrière, je possède toujours ma boîte. Et en fait, il y a des gens qui font ça tous les 5 ans. Et ils se rachètent à eux-mêmes leur boîte pendant 3 cycles dans leur vie. C'est fascinant. C'est un outil d'aide qui est maintenant C'est connu. encore un autre marché. C'est un autre marché, mais je trouve ça fou que les entrepreneurs ne connaissent pas alors qu'ils sont hyper éduqués. C'est normal parce qu'on a été biberonné au marché coté.
Oui. La c'est vrai. référence, c'était les marchés cotés. Chez les Google et La les- sophistication du private equity depuis 20 ans, elle est phénoménale. Oui. Tu as une segmentation de l'outil private equity pour les entrepreneurs qui est ultra sophistiquée. Oui. Ultra sophistiquée. Et toi, entrepreneur, tu es même toi en train de t'accoutumer aux innovations qui sortent tous les 3 ans. Mais je peux te citer 5 innovations nouvelles sorties l'an passé. Donc ce marché est Financière. nouveau. Financière. Juridique et financière. Pour les entrepreneurs. Ouais. C'est vrai. Le sponsorless. Ok, t'es un entrepreneur. Ouais. Tu peux te racheter ta boîte à toi-même. Hein? Réexplique-moi ça. Bon, je vais pas le faire ici parce que j'ai pas le temps. Mais il y a plein d'innovations qui sont sorties Oui. en tant qu'usage pro du produit private equity, avec des perfs intéressantes. Et nous, on amène ça aux clients privés. Fascinant. Merci beaucoup Frédéric, c'était très cool. Est-ce Merci, qu'il y a Racine. d'autres choses que tu veux rajouter ou on a fait un bon tour là, je trouve. On a fait un très bon tour là. Donc bon, j'espère qu'on a on a participé un peu à l'éducation du marché. On les a intéressés à minima. On les a intéressés et ceux qui veulent peuvent lire sur Altarock ou sur Climb directement pour avoir accès. Tout à fait. Merci et on te recevra certainement prochainement. Merci Rassem.